il ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs, que ce qui se passe d'intéressant dans le théâtre se passe sur la scène où je suis. Mon humilité, dusse-t-elle en souffrir? Tous les regards sont tournés vers la scène. C'est la scène qui est éclairée, c'est la scène que l'on comprend. On la comprend parce qu'on a les codes, parce qu'on sait ce qui s'y passe. Pourtant, la scène du théâtre de l'Odéon, comme la scène de n'importe quel théâtre, n'occupe que quelques hectomètres et un carré de lumière. Elle ne serait pas grand-chose sans les coulisses, sans les corbeilles, les travées, les dessous de scène, les décors, les sièges, vous, le son, la lumière. Cette métaphore vaut exactement pour notre génome. Une molécule d'ADN gigantesque, composée d'un alphabet très élémentaire, lui 4 lettres, A, T, C, G, 3 milliards de codes. Dans ces 3 milliards de codes, seuls 2%, la scène, est éclairée parce qu'on en a le code, on a la pierre de Rosette, on sait assez facilement à quoi ça sert. Cette petite portion de 2% laisse un reste d'ADN gigantesque qui avait été, faute de mieux, appelé ADN poubelle. Junk DNA des anglo-saxons. On ne sait pas à quoi ça sert, donc c'est de la poubelle. Un peu élémentaire en biologie. Et on sait aujourd'hui que cet ADN, poubelle, en sort peu à peu, péniblement, mais certainement en disant « je ne suis pas si inutile que cela ». Alors notre génome, donc 2%, comment définit-on cet ADN poubelle? Aujourd'hui, on a un petit peu plus de respect pour lui, on le définit à rebours, à rebrousse-poil, par le fait d'annoncer qu'on ne sait pas à quoi il sert, on dit c'est l'ADN non codant. Comment se définit-il? Justement parce que ce n'est pas les gènes, ce n'est pas les segments éclairés de notre génome qui fabriquent des protéines ou des ARN à mission biologique connus, reconnus et qui sont très étudiés. C'est un ADN qui est au-delà de nos gènes. Nos gènes, c'est un répertoire d'à peu près 22 000 touches de clavier. Imaginez ce piano, c'est assez élémentaire. Et il n'y a pas une différence fondamentale entre le nombre de gènes et la nature des gènes de l'homme et de la souris, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser la souris ou la drosophile, d'ailleurs la mouche à vinaigre, l'outil chéri des généticiens, comme un modèle des maladies génétiques. Alors, cet ADN non codant aurait-il un intérêt? Quelle est sa structure d'abord? C'est 98% dont on ne sait pas à quoi ils servent. La moitié, c'est un véritable cimetière des éléphants, une relique, des fossiles de virus, d'ADN viral qui sont là au gré de l'évolution, installés, qui recombinent, pour utiliser le jargon de la génétique, c'est-à-dire se modifient, changent de place, mais relativement amorphes. Mais la moitié de l'ADN non codant, elle, comporte des séquences uniques qui pourraient peut-être avoir un rôle, bien que ne fabriquant pas des messagers ou des protéines. Quel intérêt, ce que je vous dis après tout, quelle utilité? Eh bien, une observation vient quand même d'abord de la médecine, de la pathologie moléculaire, de l'observation des malades, dans des domaines aussi variés que certains cancers, par des anomalies de la structure de l'ADN dans les cellules cancéreuses, que certaines anomalies du développement, des malformations congénitales, des erreurs innées de la morphogénèse de l'homme, des fentes des divisions palatines ou des divisions de la lèvre, par exemple, ou encore certains troubles neuropsychiatriques ou dans lesquels les altérations du génome ne siègent pas dans les gènes. Alors, il n'est pas question de refouler l'ADN codant qui est important, parce que l'ADN codant, c'est là où on a trouvé la majorité des mutations, des maladies génétiques, notamment les maladies rares, dont nous nous occupons à l'Institut. Mais quand même, de dire qu'ailleurs, il y a d'autres horizons que l'ADN codant. Et puis, toujours pour argumenter de son utilité, de l'intérêt de regarder vers d'horizons nouvelles, c'est la thématique de la régulation génétique. C'est, vous savez, la suite du prix Nobel de Jacob, Monod, Wolf, qui ont dit des séquences d'ADN ne sont peut-être pas commises à fabriquer des protéines, mais à réguler la fabrication des protéines par d'autres gènes. Ce sont des séquences régulatrices. Au fond, c'est la partition du piano. Les touches sont les mêmes. Je me souviens de notre maître Jean Frézal disant on peut déplorer une certaine tendance à la sacralisation des gènes, mais après tout, les gènes de l'homme ne sont pas très différents de ceux du crapaud ou de la mouche. C'est la personne qui est sacrée et pas les gènes.
Mais ça voulait dire aussi derrière cette leçon de biologie qu'une grande fraction de notre ADN joue un rôle régulateur beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à étudier. Il va servir à allumer, éteindre, jouer la partition dans des tissus différents, à des moments différents du développement. C'est la régulation génétique. Régulation génétique d'un côté, un thème très important de biologie, et de l'autre côté, des observations de la pathologie qui nous disent quand même, cette poubelle n'en est pas une, ça doit être utile. Comment décoder ce dont on n'a pas le code génétique, la lecture des lettres. Et là, il y a un élégant raisonnement de biologie évolutive qui consiste à dire je ne sais pas à quoi cette séquence non codante sert. Je peux présumer qu'elle est utile puisqu'elle est altérée dans une maladie, mais comment savoir sa fonction? C'est très difficile. C'est parfois des années de biologie, en utilisant notamment des ciseaux moléculaires. Je crois qu'on vous en a parlé pour aller couper cette séquence, reproduire chez des animaux. Il y a un court-circuit. Il y a quelque chose de plus rapide qui est de dire, est-ce que cette séquence-là, est-ce que ce segment d'ADN existe à l'identique chez les animaux pour lesquels nous avons des ancêtres communs très lointains? La souris, par exemple. 100 millions d'années entre hommes et souris pour remonter à notre ancêtre commun. Si cette séquence est préservée, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans le génome de la souris, c'est probablement que l'évolution l'a purifiée. Ce n'est pas le doigt intelligent qui a dit « séquence, tu ne bougeras pas », c'est que si elle mutait, si elle avait muté, elle n'aurait pas été transmise puisque l'individu aurait été malade ou non reproductif. Ce mode évolutif nous permet de dire « je vais essayer de trouver dans ces séquences celles qui jouent un rôle ». Décodage, ADN non codant, son intérêt, mais où est le défi là-dedans? Pourquoi en parler aujourd'hui? Le défi, c'est que nous avons aujourd'hui la technologie pour étudier la séquence du génome entier, plutôt que des segments du génome ou la partie éclairée, la lumière sur le codant du génome. Et on va se trouver à la tête de masses de données, posant des questions éthiques, des questions technologiques résolues pour la plupart, des questions financières certes, mais aussi des questions d'interprétation. À quoi ça sert? Comment ça marche? Qu'en tirer comme conclusion en médecine? La bioinformatique, l'informatique médicale appliquée à ces séquences sera d'une très grande utilité et je mets là le pari d'un défi d'avenir et de présent pour l'interprétation de ces séquences. Au fond, les généticiens ont très longtemps cherché les clés qu'ils avaient perdues sur la scène, là où il y avait de la lumière, mais ils les ont peut-être perdues en coulisses. Et les généticiens qui ont la réputation d'être parfois un petit peu arrogants, aujourd'hui, ont tendance à passer de la lumière à l'obscurité. C'est ce que je vais faire en vous remerciant.